Eh ben, c'est parti pour une heure, comme je vous disais, de retour d'expérience, ou plutôt même plus précisément 40 minutes. On va vous partager un peu ce qu'on a vécu concrètement avec Adélaïde et 20 minutes d'échange, questions-réponses. Ah, tout va bien? Ok. Du coup, eh ben, donc, pour la troisième fois de la matinée, Aurélia, agence de branding Pixelis, Branding for Good plus précisément. On est certifié B Corp, donc on est conscient du grand pouvoir des marques et on essaie vraiment de le mettre au service du mieux. Je suis associée dans cette entreprise depuis plus de 10 ans et passionnée par cette culture de la curiosité et de la créativité qu'on peut avoir. Jacques, certains de tes mots ont bien résonné en moi et m'ont fait comprendre pourquoi j'aimais travailler dans cette entreprise. Et on a une très grosse culture de l'ouverture. Et c'est via cette pratique que j'ai fait la connaissance d'Adélaïde il y a maintenant 2 ans, qui est anthropologue et avec qui on a décidé là aussi de construire une forme d'interdisciplinarité pour augmenter notre impact, tout simplement. Avant peut-être juste de te donner la parole, je voulais vous parler du design paper qui est sur les bureaux en consultation ou aussi qu'on peut retrouver en ligne sur SlideShare. C'est un design paper qui est une forme de petite mise en bouche de pas mal de principes et théoriques qui viennent un peu voilà, nous donner de la matière, une entrée en matière, je dirais, sur cette notion du facteur humain. Elle est disponible en ligne aussi sur SlideShare. Je pense que si vous allez sur des mots-clés comme facteur humain en tapant GIECO, Humans Matter, Pixelis, les co-auteurs, vous devriez trouver cette publication. Ça donne pas mal de bases, en tout cas théoriques, qui m'ont été utiles à titre personnel. Voilà, Adélaïde, je te laisse te présenter. Merci Aurélia. Bonjour à tous. Donc Adélaïde Vinet, je suis anthropologue. Anthropos, ça veut dire homme, donc étude de l'homme et des comportements humains. Et je fais de l'anthropologie appliquée aux entreprises, au gouvernement, aux ONG. Et je travaille donc avec une approche qui est interdisciplinaire aussi. Donc une vision très terrain. Donc l'anthropologie traditionnellement, c'est d'aller faire du terrain, de l'observation, des interviews qualitatives pour comprendre un contexte. Et je travaille aussi avec les sciences comportementales. On a entendu parler de nudge, de psychologie comportementale. Donc c'est tous ces savoirs qui viennent de la psychologie sur comment fonctionnent nos cerveaux, nos habitudes, et qui sont aujourd'hui, comme en ont parlé Jacques ce matin et Stéphane, qui sont très peu accessibles aux entreprises, aux particuliers, et qui sont très très riches. Donc l'idée, c'est d'aller chercher tous ces savoirs existants, de les compléter avec une étude terrain qui va les mettre dans un contexte, et de derrière réfléchir à, une fois qu'on a compris ce contexte-là, proposer des solutions. Et comme on en parlait ce matin aussi, on a entendu parler de manipulation. Il y en a qui disent l'architecture du choix, donc comment dire gentiment la manipulation. J'ai aussi monté mon agence pour pouvoir choisir avec qui je travaille et mettre cette manipulation au service de clients, de partenaires qui ont les mêmes valeurs que moi, comme Pixelis. La manipulation for good. Exactement, c'est ça, manipulation positive. Du coup, tu voulais commencer peut-être par une petite série d'exemples que tu as vécu auprès de la Croix-Rouge en Australie. Exactement. Okay. Donc pour vous expliquer très concrètement, là, on a parlé beaucoup de théorie. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'anthropologie appliquée? Donc c'est d'aller sur le terrain et de comprendre des insights et de derrière proposer des solutions. Donc le premier cas que je voulais vous présenter, c'est celui de la Croix-Rouge en Australie. On a travaillé sur le don de sang. Si tu peux passer, Jérémy, à la slide d'après. Donc, problématique très concrète, on avait 30% des gens qui prenaient rendez-vous pour donner du sang, mais qui n'allaient pas à leur premier rendez-vous. Ça fait quand même beaucoup. Donc, ils avaient envoyé des questionnaires quantitatifs par mail, essayer de comprendre, mais expliquez-nous pourquoi vous venez pas à vos rendez-vous. Et les gens disaient, bah voilà, j'avais pas le temps. Est-ce que c'est une vraie raison? D'où le besoin d'aller faire du terrain, d'aller creuser, d'aller au-delà de ce que vont potentiellement dire les gens pour comprendre ce qui se passe réellement. Donc on est allé dans des centres de dons, on est allé interviewer des personnes qui avaient donné pour comprendre les motivations, on est allé interviewer des personnes qui n'avaient pas donné, qui avaient annulé leur rendez-vous pour comprendre quelles étaient les barrières et qu'est-ce qui se passait concrètement au moment, le jour J, au moment d'aller donner.
Et je veux vous présenter 2 exemples parmi énormément d'autres, des choses qu'on a identifiées et comment derrière, on a proposé des solutions, notamment de communication, pour faire changer les choses. Donc, un des grands insights, une des grandes découvertes du terrain, c'était qu'aujourd'hui, les gens veulent donner du sang, il y a une intention très humaine, et que derrière, quand ils recevaient des communications de la Croix-Rouge, c'était très robotique, comme Doctolib, votre rendez-vous est à cette heure-ci. Donc, il y avait un écart entre l'intention initiale et puis les communications qu'ils recevaient. Et ils avaient aussi très peu de visibilité sur le processus. Qu'est-ce qui va se passer dans le centre? Qui va s'occuper de moi? Est-ce qu'il va y avoir une énorme aiguille? Et donc, le jour J, beaucoup de peur. Et donc, on a décidé, parmi toutes nos recommandations, de mettre en place une manière de récolter des images sur ce qui se passait dans les centres pour pouvoir mettre un peu plus de visibilité et mettre des visages humains. Une des autres choses qu'on a réalisées, une des grandes motivations, c'était ce qu'on appelle le signalement vertueux. Donc le fait de dire à son entourage sur les réseaux sociaux, regardez, j'ai donné du sang, je suis une personne vertueuse, c'était la motivation numéro 1. Donc, on a combiné tous ces insights et on a proposé dans les centres d'avoir des panneaux qui donnent envie aux gens de se prendre en photo en train de donner du sang, de les poster sur les réseaux et de se resservir de ces images pour les envoyer aux personnes qui vont aller donner dans l'après-midi, le lendemain, pour remettre un peu d'humain dans cette communication-là. Si tu passes à la slide d'après, une deuxième insight qu'on a découvert en faisant le terrain et puis aussi en allant s'inspirer de toute la littérature sur ces sujets-là. On a regardé la façon dont ils communiquaient avec les gens sur ce qui allait se passer. Ils disaient c'est normal d'avoir un petit peu peur des aiguilles, c'est normal d'avoir un petit peu peur du sang, on sera très proche s'il y a un problème, si vous vous sentez pas bien, il y aura des personnes autour de vous pour vous aider. Et en fait, en psychologie comportementale, il y a un principe qui s'appelle l'effet nocebo. C'est l'opposé de l'effet placebo. En fait, on a observé que quand on dit, par exemple, on donne à quelqu'un un médicament en lui disant, il y a des chances que tu as un petit peu mal au ventre en prenant ça. Et derrière, ils avaient mal au ventre. Et si on leur disait rien, ils n'avaient pas mal au ventre. Et qu'en fait, même s'ils avaient envie d'avoir une communication qui était très ouverte et envie de dire aux gens, vous inquiétez pas, on est là pour vous, ils renforçaient cet effet nocebo. Qu'en fait, en disant c'est possible que vous vous sentiez pas très bien, les gens ne se sentaient pas très bien. Et donc, comment est-ce qu'on transforme la communication en disant en fait, la plupart des gens, on parle un peu des normes sociales comme on l'a fait tout à l'heure, la plupart des gens se sentent très bien quand ils donnent du sang. Notre équipe a beaucoup d'expérience. Vous voyez, c'est écrit en anglais. J'arrive pas à traduire comme ça tout de suite. Je suis pas encore en dictionnaire de traduction. Et en fait, de changer en disant c'est normal, la plupart des gens se sentent bien. Et derrière, on a mis en place toutes ces interventions et beaucoup d'autres. Et on a pu mesurer est-ce que ce taux de 30% a baissé. Et en effet, il a baissé. Je crois qu'ils étaient à 15% la dernière fois qu'on a regardé. Donc, l'approche, c'est vraiment d'aller sur le terrain, de s'inspirer de tout ce qui existe déjà, toutes les connaissances qu'on a déjà. Et puis, bien sûr, après, d'aller tester toutes les potentielles interventions, différentes façons de communiquer, différentes façons de faire, et puis de les mesurer. Merci pour cette première introduction, Adélaïde. Et à t'écouter, nous, en tant que communicants ou marketeurs, ça nous redonne du sens et une raison d'être à notre métier en se disant ah ouais, en fait, si on fait le bon message, le bon dispositif, on peut vraiment générer des événements positifs pour notre société, en l'occurrence ici le don du sang. Et c'est vraiment ce qui nous a stimulé à collaborer avec toi. Et en fait, donc on y est allé de manière très expérimentale et en prenant un peu le recul, on voulait vous partager aujourd'hui le chemin qu'on parcourt quand on accompagne un client, une marque qui souhaite, par sa super force d'influence qu'est la marque, mobiliser et surtout changer les comportements de ses interlocuteurs. On a un premier exemple qui est plutôt orienté vers les collaborateurs et un second qui est orienté grand public. Mais avant de rentrer dans l'exemple, on voulait vous partager un petit peu la méthode qu'on a finalement mis en place en marchant, comme souvent. Merci Jérémy, si tu nous envoies à la slide suivante. En fait, juste pour vous dire, normalement, en tant qu'agence de branding, on commence directement par le concept. Alors bien sûr, moi je suis au planning stratégique, donc en amont, on a un peu étudié la marque, le marché, les clients, mais avec nos regards de communicants qui sont ce qu'ils sont, c'est bien, mais je pense beaucoup trop partiel. Et donc grâce à Adélaïde, on a complètement enrichi le terrain amont de compréhension du contexte, de la culture, de la cible, pour arriver au concept qui soit le plus juste. Et je te laisse peut-être nous développer les premières étapes, Adélaïde. Yes, avec plaisir. Donc concrètement, à quoi ça ressemble ?
On commence toujours par une étape de cadrage, d'aller questionner le client. On sait que le brief n'est jamais le bon, donc d'aller questionner le client sur quels sont leurs objectifs. Par exemple, on a eu des objectifs autour de on veut qu'il y ait plus d'engagement au sein de notre entreprise. Alors d'accord, ça veut dire quoi plus d'engagement? Concrètement, vous voulez que vos collaborateurs ils fassent quoi? Et derrière, ça nous donne un objectif comportemental. Et donc, on va mettre tout notre projet au service de cet objectif concret, comportemental. Après, on va réfléchir à notre stratégie terrain. Pendant ce moment de cadrage, on fait ce que j'appelle une hypothesis amnesty, une amnestie de toutes nos hypothèses, toutes nos intuitions, toutes les potentielles réponses qu'on peut avoir à nos problèmes. Là, par rapport à l'engagement, je pense que c'est parce que c'est la culture d'entreprise. Ou alors, il s'est passé X il y a 5 ans. Mon hypothèse, c'est que c'est à cause de ça qu'il y a plus ou moins d'engagement. Donc, de vraiment mettre à plat tout ce qu'on pense qu'on va trouver sur le terrain pour derrière aller le valider ou l'invalider. Souvent, là, c'est un gros travail en direct avec le client qui, dans son brief, nous amène énormément de biais et on va vraiment venir questionner en douceur la demande pour vraiment arriver plutôt aux questions qui nous permettent surtout d'atteindre ces objectifs. Il faut y aller en douceur à ce moment-là, mais c'est important. Exactement. Et c'est ces hypothèses qui nous permettent de poser les objectifs du projet et l'échantillon. Donc, on va avoir une hypothèse sur potentiellement un certain segment. On pense que les personnes qui ont cet âge-là ont tendance à avoir ces croyances, ou on a le sentiment que potentiellement dans cette géographie ou dans ce segment-là, il y a plus de chances d'avoir X. Ça va nous permettre derrière d'aller recruter ces personnes-là, d'aller leur poser les bonnes questions. Donc c'est très important. Et puis aussi derrière, à la fin, on pourra dire au client, sur ces 4 hypothèses-là, on avait complètement raison. C'est exactement ce qu'on a trouvé sur le terrain. Mais sur ces 2-là sur lesquels on allait baser une nouvelle stratégie de communication, c'est pas exactement ça. Ce qui me permet aussi de préciser avec toi, Adélaïde, l'échantillon peut souvent faire peur parce que les gens pensent qu'on va s'engager dans une étude énorme, quanti, etc. Et Adélaïde, tu arrives à aller chercher de manière très qualitative. Et donc, ce moment de casting est très important. Mais en une dizaine, vingtaine d'interviews, tu arrives quand même à nous donner un enseignement qui peut concerner plusieurs centaines de personnes, par exemple, dans une entreprise. Donc, c'est important, ça ne se fait pas comme ça, mais c'est... Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir pour bien différencier un échantillon quantitatif, c'est aller poser une question pas très en profondeur à beaucoup de personnes. Et un échantillon qualitatif ou une étude qualitative, on va avoir un échantillon beaucoup plus petit et on va aller beaucoup plus en profondeur et on va aller au-delà de ce que potentiellement vont dire les gens dans un questionnaire quantitatif pour comprendre ce qui se passe réellement. Donc, faire un vrai travail d'analyse. Et en fait, comment est-ce qu'on pose cet échantillon ? Qui est très très important, qu'il faut que ce soit un échantillon représentatif ou alors qui va aller targeter un certain segment. Souvent, les clients ont très peur, ils veulent interviewer un maximum de personnes pour que ce soit exactement solide. Honnêtement, aujourd'hui, la plupart des anthropologues, des chercheurs s'accordent pour dire que pour un type de profil, il faut au moins 12 interviews. Au bout d'une dizaine d'interviews, on commence à entendre la même chose. En fait, alors oui, il y a de la variabilité selon les êtres humains, mais on n'est pas si différents que ça. Et très rapidement, on commence à entendre les mêmes choses. Donc même avec un échantillon sur un segment particulier de 12 personnes, on a déjà énormément d'informations. Merci. Étape suivante. Alors, étape suivante, qui est la revue de littérature de tous les savoirs existants. Donc, parfois aussi, le client a des savoirs en interne, des études qu'ils ont déjà faites, de la recherche qu'ils ont déjà faite, tous les savoirs externes, donc tout ce qui vient du monde académique. Est-ce qu'il y a des experts sur le sujet? Est-ce qu'on peut aussi les interviewer pour le projet? Parfois, on a moins de budget pour aller voir des consommateurs, donc on va aussi aller voir des experts pour pouvoir mettre en complément avec l'étude qu'on va faire. Et tout ce qui est, il y a énormément de podcasts, il y a des livres de psychologie qui sortent tous les ans, qui sont fascinants, qui sont pas du tout accessibles. Donc d'aller chercher tout ce qui est déjà, tout ce qu'on sait déjà sur le sujet pour pas recommencer de zéro. C'est quoi ton top 3 de sources? Parce que c'était une question qui a été posée sur la conférence précédente. Désolée, je n'avais pas prévu de te poser la question, mais... C'est une très bonne question. Ça dépend vraiment des sujets. Honnêtement, sur Google Scholar, on a quand même accès à tous les papiers académiques assez facilement. Et après, en termes de... J'essaye d'écouter des podcasts qui sont autour de la psychologie ou du nudge. Ça dépend, il y en a qui sont meilleurs à certains moments. Moi, j'écoute beaucoup Sam Harris, il y a Thinkerview, il y a plein de podcasts qui partagent en fait tous ces savoirs au moment où ils sortent.
Donc c'est aussi un travail de veille constant. On va pas, même en passant une semaine en cherchant un sujet, ça va être très difficile de tout dénicher. Donc aussi, on fait de la veille constante pour essayer d'être à la page sur toutes les choses qui sortent. Et donc, ce qui nous amène quand même au moment clé de notre travail ensemble, qui est donc les interviews terrain. Donc, c'est des interviews qu'on fait en one-to-one. On peut travailler, je pourrais avoir un débat avec vous, je crois, pendant 2 heures sur les focus group ou les interviews, comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus d'informations. En anthropologie et en ethnologie, études terrain, c'est quand même très, très riche de faire des interviews en one-to-one avec les gens, donc en face-à-face, avoir au moins 1 heure de temps avec eux. Pour vraiment pouvoir aller creuser au-delà de ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qui se passe réellement. Il faut vraiment pas oublier que le travail de terrain, c'est pas nécessairement qu'est-ce que me demandent les clients. Je vais voir les clients, je leur demande ce qu'ils veulent, je retourne voir la marque et je leur dis en fait les gens ils veulent ça. C'est plus complexe, il y a un vrai travail d'analyse à faire. Il faut vraiment aller au-delà de ce que disent les gens. Il faut trianguler les données. On fait des projets, on allait voir ce que faisaient les gens sur les réseaux et leur comportement numérique pour le trianguler par rapport à ce qu'ils nous disaient, eux, sur leur propre consommation. Ça n'avait rien à voir, ils ne faisaient pas du tout la même chose. Enfin, ils ne pensaient pas faire ce qu'ils faisaient réellement. Donc, très important aussi de prendre le temps pour pouvoir aller à ce niveau-là. Et donc, c'est le moment où on va aller répondre à nos objectifs terrain. Quels sont les leviers, quelles sont les barrières, quel est le contexte. Et souvent, alors aujourd'hui, avec le Covid, on a dû faire beaucoup d'interviews par téléphone, en visio. Mais c'est vrai que de voir les gens dans leur contexte, donc dans le contexte d'une entreprise ou dans le contexte de leur chez eux, ça donne quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir faire cette analyse. Donc, important aussi, si possible, de le faire en présentiel. Et puis derrière, on va proposer des conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on a identifié sur le terrain ? On essaye de le communiquer via des modèles pour identifier des tensions. Quels ont été les insights principaux? Et ça, c'est toujours un moment assez clé pour le client parce qu'on arrive avec du coup quand même une forme de constat scientifique qui, j'allais dire, tue ses idées reçues ou le perturbe assez profondément. Et là aussi, on a besoin de faire la preuve de pédagogie et peut-être aussi d'ouvrir directement sur l'étape d'après en disant c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, mais on a des réponses et des solutions pour quand même rebondir sur cette réalité, parce que c'est souvent un moment, ils se prennent des claques, quoi. Souvent. Exactement. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est quand on réfléchit aux solutions, de s'appuyer sur des principes de psychologie comportementale. Donc, par exemple, on pourrait travailler avec la norme sociale. Donc aujourd'hui, on réalise que, par exemple, dans une certaine entreprise, ils ont très peur d'y aller. Comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer sur la norme sociale? Donc c'est un biais très simple. On a tendance à faire ce que font les autres. C'est la mode, les tendances. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour vraiment créer un mouvement? Et donc, ça nous permet aussi derrière d'aller proposer des solutions qui vont être basées sur ce qu'on a vu sur le terrain, mais aussi des principes de psychologie qui marchent pour faire changer les comportements. On a vu aussi challenger des termes. On parlait d'énergie, climat, transition énergétique, etc. Et le client était à fond sur l'énergie. Et en fait, il fallait parler de climat. Enfin, je me souviens plus, mais ne serait-ce que presque le périmètre adressé, nous, on le challenge par rapport au retour des collaborateurs. Et ça va assez loin, en fait, quoi. Complètement. Quand tu parles à la direction énergie et que tu lui dis, mais en fait, les gens s'en fichent de l'énergie, il faut leur parler climat, le directeur énergie, il dit, attends, c'est... Complètement. Et on peut avoir, souvent, les clients ont une vision de ce qu'un mot veut dire. Et par exemple, si je parle de mode responsable, tout le monde va savoir exactement de quoi je parle. Et ben, en fait, quand on va sur le terrain, quand on parle de mode responsable, c'est un projet dont on va parler tout à l'heure, il y a 15 définitions différentes de ce que ça pourrait vouloir dire. C'est la maltraitance des animaux, c'est l'utilisation des matériaux, c'est du made in France versus made in China. Ça ne veut pas du tout dire la même chose pour tout le monde. Donc ça nous permet aussi d'aller challenger les a priori des clients, ce que veut dire un mot pour lui, leur vision de ce que font les gens, de ce que pensent les gens, par un discours beaucoup plus objectif voilà ce qu'on a observé sur le terrain et voilà ce que nous dit la science comportementale. Et après, on reprend le relais avec la réflexion créative, etc. Moi, je suis quelqu'un qui, la première fois qu'on s'est rencontrés, je disais que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition.
Et du coup, dans le cerveau, tu te dis, oh là là, elle va me censurer avec ses questions scientifiques. On sait que la créativité a besoin d'un cadre. Et en fait, c'est tellement plaisant de se dire, OK, maintenant, c'est ce cadre-là que j'ai, ou même c'est peut-être un rond d'ailleurs, c'est plus inspirant. Et du coup, dans ce rond-là, il faut que j'ai des idées. Et souvent, en fait, entre les retours des collaborateurs ou des clients, plus toi, tes analyses, etc., on a plein d'idées qui nous viennent. Donc, en fait, c'est plutôt un nouveau terrain de jeu qui est bien défini, au lieu d'être complètement hors sol ou ne suivre qu'une intuition très personnelle, voire, je trouve finalement avec le recul, un peu égoïste. Ah bah moi, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on me parle. Oui, sauf que je suis pas concernée, je ne suis pas la cible. Donc c'est vraiment génial après, et du velours pour refaire notre cœur de métier. Donc produire ce concept qui est l'histoire globale qu'on va proposer et tout son dispositif d'activation. Quels sont les supports, quel est le plan de communication, quels sont les messages clés que je fournis, est-ce qu'il faut faire de la preuve, de l'incitation, des challenges et des défis, ou au contraire rassurer. C'est passionnant avec toutes ces conclusions-là. On arrive vraiment à poser des dispositifs qui sont en plus vraiment efficaces, bien sûr. Je pense qu'on enchaîne et comme ça on fera, mais notez vos questions si vous en avez déjà, comme ça on fait le tour un peu de ce qu'on souhaitait vous partager. À commencer, donc il y a 2 retours d'expérience qu'on voulait vous partager, un pour un grand industriel français dont nous n'avons pas le droit de révéler le nom parce que c'était une campagne de mobilisation interne sur un sujet stratégique pour eux. Je veux bien qu'on passe, si ça ne fonctionne plus. Yes. Et donc la slide suivante, voilà, la slide suivante. Donc le client nous a briefé, on se dit tiens, il y a un concept là, ça fait très longtemps qu'ils sont sur ce sujet, qu'ils essaient de mobiliser leur population, pléthore d'outils, le big boss en parle. Pour nous, tous les indicateurs sont au vert. En fait, on dit, il faut juste qu'on fasse une campagne en mode, ça y est, c'est parti, c'est maintenant, on y va. Il y a tout ce qui est aussi externe en information qui nous dit que c'était il y a 1 an et demi. Donc, on était déjà dans beaucoup d'indicateurs environnementaux qui montaient qu'on était au pied du mur. On s'est dit, génial, on arrive comme, on lance cette campagne de com, c'est un peu le messie et les gens vont s'engouffrer là-dedans. On s'est dit, avant d'y aller, on passerait bien par Adélaïde, histoire de crash tester un peu ce concept. Et on a bien fait parce qu'on l'a crashé. Et Adélaïde, si tu veux nous... Exactement. Donc, on est allé faire des entretiens avec une trentaine de collaborateurs à travers le monde. Donc, c'est un groupe international qui était à plein de niveaux différents de responsabilité, qui travaillaient tous sur ce sujet autour de la transition énergétique. On en a sorti énormément d'insights. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y avait notamment autour de la culture des choses très intéressantes qu'il fallait prendre en compte avant de réfléchir à la stratégie de communication. Notamment une culture d'ingénieurs, donc des gens qui font très attention avant de vendre quelque chose. Il faut qu'on soit sûr de comment ça marche. Donc, on ne va pas vendre un nouveau produit qui n'a pas encore été testé. On n'a pas encore exactement les détails sur ce à quoi ça ressemble. Il y a un collaborateur qui m'a dit notre marque, c'est une grande dame élégante qui fait très attention là où elle va poser son pied. Donc, avec cette vision-là, l'idée de « it's time to shift, allez hop, on y va », c'est pas nécessairement compatible. Et il y avait aussi dans notre terrain énormément de frustration autour du fait qu'on faisait parfois taire les mauvaises nouvelles dans l'entreprise. Donc, les choses qui n'ont pas marché, là, on s'est trompé. On a essayé d'engager la transformation énergétique là-dessus et ça n'a pas marché. On les faisait taire et beaucoup de frustration là-dessus aussi. Donc, encore une fois, le concept de « allez hop, on y va » et de ne pas nécessairement prendre en compte ce qu'on a appris, les étapes par lesquelles on est passé, ça peut être frustrant. Si tu passes à la slide d'après. Ça nous a permis aussi, on a testé avec les collaborateurs différents messages. Et ça nous a permis de positionner le curseur sur le cadre, la façon de parler. Donc, par exemple, est-ce qu'on parle d'une transition it's time to shift, on y va comme ça, il faut que tout le monde nous suive, ou alors est-ce qu'on parle plutôt de quelque chose qui est complexe, qui est constamment en train de changer. Et bien sûr, on a positionné le curseur plutôt là-dessus. Est-ce qu'on part du fait que c'est volontaire, que c'est nous qui avons envie de le faire, ou que c'est plutôt la société qui nous force à le faire? Intéressant d'aller interroger les collaborateurs là-dessus. Est-ce qu'on est plutôt humble, le fait que c'est difficile, que ça prend du temps, ou est-ce qu'on a plutôt un côté arrogant, allez hop, on y va, parce qu'on est une grande entreprise? On était donc sur un côté business, et moi, un qui m'a surprise, par exemple, c'est celui moral plus que financier.
Souvent, on nous dit non, non, il faut parler euro. On est dans l'entreprise, il faut dire le ROI, ce que ça va ramener comme sous, etc. En fait, ces personnes raisonnaient beaucoup plus avec un sens de l'éthique morale. Il faut qu'on fasse du bien à la société. Donc vraiment cette quête du sens qui était un levier beaucoup plus important que le ROI, quoi. Ça, c'était une grosse surprise. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, nos interlocuteurs, là en l'occurrence, c'était le pôle innovation. Donc, leur vision de comment fonctionne leur entreprise et là où ils en sont n'est pas du tout la même que le reste de l'entreprise. Pour eux, ça allait très vite. C'était une entreprise qui allait innover, qui pouvait être très agile comme une start-up, et qui n'avait pas du tout il n'y avait pas du tout eu cette prise de conscience de la culture de leur entreprise et que le fait qu'eux étaient dans une petite bulle, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement compris comment fonctionnait la culture, l'objet social qu'est leur entreprise. Donc si tu passes à la slide d'après, on a du coup clairement démontré que le concept n'allait pas fonctionner et qu'il n'était pas du tout représentatif de leur vision de ce changement qui est beaucoup plus complexe, qui va prendre beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus difficile que « allez hop, réveillez-vous, on y va ». Yes. Du coup, on a refait un deuxième moment de réflexion et de brainstorming pour trouver un nouveau concept. Et on en est à peu près là. C'est de l'interne en plus, donc on ne va pas vous révéler exactement ce qui a atterri, mais on peut quand même vous partager les pistes d'exploration sur la slide prochaine. Quelque chose en haut à gauche qui a été intéressant et que je pense que je repratiquerai pour beaucoup de campagnes de mobilisation interne, réduire la pression. En fait, pendant peut-être, j'ai l'impression peut-être pendant la première décennie, la 2000-2010, il fallait mettre la pression, il fallait prendre conscience, on se prenait des claques, on réalisait les choses. Là, on arrive dans un moment où on est stressé, la peur qui paralyse, etc. Donc, on s'est dit non, on va faire une com qui est pas dans le confort, mais ça va aller, on va y aller, on va serrer les coudes et plutôt rassurer les gens, leur proposer un peu des étapes intermédiaires, leur mettre la vision qui va bien, mais pas être dans la précipitation, on y va, on n'a pas le choix, la contrainte, de toute façon on va tous mourir, ça ne marche plus du tout. Enfin, aussi on va tous mourir, mais voilà. Et de dire par exemple... C'est ce que j'aime dire. Et de dire par exemple, ah vous vous sentez perdu, vous êtes complètement paumé, ah mais c'est normal. C'est ça la transition. Assumer la complexité, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui va au-delà de ce cas-là. Et nous, en tant que communicants, on déteste la complexité. On veut un message qui doit tenir sur cette taille-là. Ben non, en fait, il faut qu'on réinvente nos manières, nos pratiques, parce qu'il faut de la complexité. On est dans ce domaine-là en ce moment. Et voilà, donc on est en train de tourner autour de ça. Avec du coup, donc ça c'est le concept et un dispositif de com aussi qu'on a recalculé avec une approche entonnoir comme ça aussi où on a travaillé sur ces cibles où donc on a adapté l'objectif de communication en fonction des cibles, notamment cette étape 2 de libérer la parole qui est aussi souvent, même en interne, encore quelque chose qui n'est que peu fait. Donc, comment lever un peu les tabous dans l'entreprise, etc. C'est très important d'être sur cette communication qu'on essaie d'installer horizontale. J'écoute, je suis à disposition. On a proposé des hotlines ou des moments en direct. C'est pas un poster qui m'explique le plan de mobilisation. C'est le CEO qui est là ou le directeur de la business unit qui se met à disposition à l'écoute de ses collègues pour partager, pour écouter en bienveillance, etc. On vient aussi sur les techniques que Jacques, tu nous partageais. Donc cette étape 2 a beaucoup résonné. On est content chez notre client et je pense que c'est aussi très important de manière globale en com interne. Deuxième exemple. Un autre cas concret, encore confidentiel parce que pour le coup on est en cours, hyper intéressant. Là, c'est l'émergence d'une nouvelle filière sur le marché du textile, de la fashion, plutôt ambiance start-up, qui veulent casser des codes de la chaîne de valeur en fait autour du textile et donc dans le monde de la fashion, avec un brief initial qu'on a, alors ça c'était pas d'où l'idée, mais qu'on a complètement démonté encore une fois. Le but c'était de faire émerger un label pour mobiliser les early adopters, donc les premières personnes sensibles au sujet, à changer leur pratique de consommation de vêtements. Et donc Adélaïde est passée par là. On est allé sur le terrain. On a mis à plat toutes nos hypothèses et on s'est demandé aujourd'hui qu'est-ce que les gens comprennent quand on leur parle de mode responsable. Quels sont leurs comportements par rapport à la mode responsable, la mode par rapport à tous les autres pans de leur vie.
et quels sont leurs besoins, leurs visions par rapport à leurs achats pour le futur. Est-ce qu'un label, c'est intéressant? Oui, non, pourquoi? Et quels pourraient être leurs besoins? Qu'est-ce que pourrait leur apporter cette marque demain? Donc, on est allé sur le terrain, on a interviewé un échantillon représentatif de clients et on est aussi allé voir des experts de la mode responsable. Alors, un des grandes trouvailles, c'était qu'il y a énormément de méfiance autour des labels. Donc, ça s'est passé dans la nourriture, dans la pêche. Il y a eu énormément de scandales autour des labels. Et aujourd'hui, toutes les personnes qu'on avait interviewées, et il y a beaucoup d'études quantitatives qui ont aussi été faites sur le rapport des Français avec le label, 53% des gens font confiance au label. Donc déjà, un énorme frein pour une start-up qui veut se positionner en tant que label dans la mode responsable. Et en plus, il en avait déjà qui existaient. Deuxième grand insight, grand apprentissage, qui était autour des early adopters. Donc on est aussi allé interviewer ces personnes qui voulaient s'engager sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui a été très fort, c'était un énorme ras-le-bol de la responsabilisation des consommateurs. Donc j'en ai marre qu'on me dise qu'avec une petite goutte d'eau, je vais pouvoir changer le monde. En fait, c'est pas moi qui vais changer le monde, ça va être les industriels, ça va être les gouvernements. Et juste parce que demain, je vais pas faire mes courses chez Zara, ça va pas nécessairement changer les choses. Et donc, énormément de frustration autour de toutes ces campagnes de com, tout ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux, sur l'achat plus responsable, sur le fait de partager sur ce qu'on faisait, qu'en fait, ce n'était qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui pourrait être fait. Voilà, du coup, on propose ce genre de conclusion aux clients qui se retrouvent un peu perturbés, mais on arrive directement avec des pistes de solutions. Plutôt, on a créé un atelier derrière dans la foulée pour faire émerger les solutions avec lui, tout en prenant en compte, et donc bien sûr, l'équipe d'Adélaïde était autour de la table, les conclusions, parce que soit dit en passant, c'est très facile, notre cerveau, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'oublier ces conclusions quand on continue le projet, que ce soit nous ou le client, et de revenir au réflexe habituel de « oh ben non, mais un label, c'est bien quand même, ça sonne bien, etc., ça fait sérieux ». Et donc, c'est aussi une forme d'exigence, et c'est très intéressant que vous soyez avec nous jusqu'à la fin du projet, en fait. Et donc, là-dessus, on est... ouais, on va enchaîner, je pense, parce qu'en plus, il y a timing. Du coup, ce qu'on a proposé, c'est certes une app. Alors, il y a plusieurs éléments à avoir en tête. On sent déjà qu'il y a quelque chose d'assez, j'espère, sérieux, scientifique, carré, qui émerge de ce qu'on leur a proposé en termes de communication, qui va sur les preuves. Donc, on a voulu aller au-delà du label qui est un tampon et tu sais pas ce qui se passe derrière, à moins de dire le cahier des charges de 150 pages. Là, on a tout orienté sur le discours de preuve. Et en fait, on vous parlait, c'est une chaîne de valeur, donc ils vont travailler avec différents interlocuteurs. Et là, c'est une fiche, on voit nom du client à gauche, c'est une fiche qu'on propose de déployer pour chaque partenaire en fait de l'aventure. Et donc vraiment de venir parler très concrètement de ce qui est fait, de l'impact généré, des résultats. Donc on va bien au-delà du label, on va démontrer concrètement l'impact généré. Ce qui était aussi intéressant, c'est de se dire finalement la fashion, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des matériaux, c'est une fibre. Et donc ça nous a semblé très intéressant et les consommateurs le plébiscitaient de ramener ce côté très ancré sur la matière première. Et donc dans notre discours de preuve, parler de 732 bobines qui avaient été recyclées. Donc de réancrer cette promesse responsable, green, écologique dans le secteur d'activité, vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ce t-shirt, quoi. Et on a aussi travaillé avec eux sur, au-delà de ce qu'on peut faire pour les consommateurs, comment est-ce qu'on peut travailler avec les gouvernements, les industriels pour aussi lancer le changement sur ces pans-là, puisque les consommateurs les attendent. Si tu passes juste, je vais parler très très rapidement de la slide d'avant, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, les différents segments, les profils comportementaux. En fait, d'aller, après avoir fait une étude terrain, diviser tous nos potentiels consommateurs dans des profils pour lesquels on pourra préparer une stratégie de communication. Donc pour chaque profil, il y a potentiellement des freins et des leviers et une stratégie à mettre en place. Donc là, on a créé une matrice très simple où en fait, on a voulu aller creuser l'écart entre l'action et l'intention. Donc on voit en haut, c'est leur conscience des enjeux socio-écologiques dans le milieu de la mode. Donc
l'intention de faire différemment et le niveau de compréhension. Ils avaient compris ce qui se passait. Et ceux qui étaient en bas, qui n'avaient pas nécessairement conscience des enjeux socio-écologiques dans le milieu de la mode, qui étaient plutôt sur la maltraitance des animaux, et que ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Et puis, à l'horizontale, on voit le comportement. Donc, quel impact sur leur mode de consommation. Et en fait, il y a énormément de gens qui ont conscience, mais qui ne vont pas nécessairement changer leur mode de consommation. Et donc, ça nous a permis de tirer les fils. C'est quoi les différents profils? Il y a ceux qui en ont marre et qui ont envie que ce soit les entreprises et les gouvernements qui fassent changer les choses. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont engagés par leur comportement, mais en fait, ils font pas grand-chose. Et puis, il y a ceux qui sont tiraillés, qui passent de l'un à l'autre. Et donc, en fait, et il y en a d'autres, bien sûr, il y en a très peu, ceux qui changent leur comportement et qui ont conscience des enjeux. Il y en a qui sont complètement perdus. Et en fait, de schématiser ces différents profils, ça nous permet de préparer des stratégies qui vont répondre aux besoins de chacun. Et puis aussi de dire, bon, bah, en fait, ces deux-là, on n'a pas envie de communiquer avec eux pour le moment. On va faire un focus sur ces 3 profils-là. Yes. Voilà pour ce retour d'expérience sur ces 2 cas. On voulait peut-être juste vous dire un peu le retour global, à quoi ça sert finalement et ce que nos clients nous disent. Souvent, ils nous disent que, certes, on a pris un peu plus de temps, on l'a vu, hein, avec différentes étapes en amont avant de déployer la communication, mais finalement, ça nous a fait gagner du temps dans l'impact auquel on inspire, puisqu'on a été plus efficace. La prise en compte du contexte est aussi très importante, que ce soit le contexte culturel, le contexte des usages, des messages déjà reçus par nos différentes cibles. Souvent, en tant que client, on va penser son brief, son projet un peu hors sol, et on est très centré sur ça. Mais sauf que quand on se met à la place de l'usager, lui est dans un autre contexte et c'est très important de le considérer, notamment par rapport à toutes peut-être cette surenchère de messages et d'appels à la mobilisation dans tous les sens. Ça peut vraiment venir perturber les messages de communication. Moi, l'exercice que j'adore à faire, c'est balancer des fameuses hypothèses, là, toutes mes intuitions, on le fait tous autour de la table, et après d'aller valider ou invalider ces hypothèses, ça pose un cadre vraiment scientifique qui nous permet de vraiment essayer de gommer un maximum les stéréotypes, les idées reçues. Là, on sent qu'on touche à quelque chose qui va aller dans le sens de l'efficacité. Et bien sûr, de connaître ses cibles et même plus de basculer de la logique de cible, de communication à des profils. Ma cible, c'est les marketeurs. Ben non, en fait, dans les marketeurs, c'est des êtres humains. Donc, il y en a qui vont être très ouverts à l'innovation, d'autres qui vont avoir besoin d'un cas très rationnel. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on active un dispositif de com. C'est pas juste, les marketeurs, ils aiment bien les logos, les trucs fun et les tendances, et puis les tableaux Excel pour les chiffres d'affaires, quoi. C'est assez stérile comme communication. Et c'est vraiment, sur ces profils, c'est plutôt les comportements. Quand on va regarder l'âge ou la géographie, ce qu'on peut appeler des personas, qui vont être très simples, qu'on utilise en marketing. Voilà, on va targeter les jeunes parents, et les jeunes parents, ils sont comme ça, ils ont besoin de ça. C'est pas du tout représentatif de ce qu'on trouve dans le terrain. Et en fait, quand on va créer des profils autour de critères comportementaux, donc par exemple une intention versus une action, ça va être beaucoup plus riche, et on va beaucoup mieux comprendre les besoins, et derrière pouvoir proposer quelque chose qui va vraiment leur parler, par rapport qui apparemment tous les parents d'enfants jeunes qui veulent tous la même chose. Peut-être la dernière slide, et puis on n'ira pas jusqu'à la fin pour garder du temps avec vos questions. Ah bah non, c'est tout. Très bien. Pourquoi pas? Yes, juste. Le mot d'ordre, c'est ce qui avait écrit au milieu, c'est vraiment de dérisquer et de ramener de l'objectivité. Sachant que surtout quand on est dans la com, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de subjectivité. Parfois, il y a un client qui dit « Ah bah ça, j'aime pas ». Ok. Ça permet vraiment de remettre de la preuve et de dire sur le terrain, on a observé que les besoins, c'est ça, les freins, c'est ça. Voilà comment on va y répondre. Et donc, de ramener de l'objectivité dans une conversation qui est souvent très subjective. Et là, on est sur le super pouvoir des marques pour changer le monde. On y est. Exactement. Et juste petit rappel par rapport à tous les cas qu'on a présentés qui sont complètement confidentiels. Donc, on avait très envie de vous montrer ce qu'on est en train de faire. Mais les concepts ne sont pas du tout finalisés. Donc, à ne pas partager en dehors de cette salle numérique et réelle.
Est-ce que ça vous inspire des questions ou alors même en pas ligne déjà, d'accord? pendant que le micro passe dans la salle, j'ai quelques questions. Alors, comme tu disais Adélaïde, hein, donc, est-ce que les marques ne restent pas trop au niveau de la com? Parce que quand on gratte, on voit donc des réalités de changement bien insuffisantes, quoi. Entre le déclaratif et les faits, il y a un écart. Donc, qu'est-ce que, en tant qu'anthropologue qui cherche qui gratte justement pour trouver des éléments importants pour, voilà, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Très bonne question. Alors, ce qui est important, c'est que dans la partie solution, on va avoir des solutions de communication, mais on va aussi avoir des solutions potentiellement plus larges de transformation. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Pixelis, parce qu'ils vont beaucoup plus loin que parfois de la communication. On a travaillé sur des modules de formation, par exemple, avec le premier cas. C'est d'encourager le client à... Parfois, ils arrivent avec un brief sur, bah voilà, faites-nous des posters et puis un site internet. Et l'idée, c'est d'aller les challenger, aller beaucoup plus loin. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des initiatives, des modules de formation, une vraie stratégie d'implémentation qui va au-delà juste de communiquer. Mais c'est vrai que le challenge, on en parle sur un client en cours en ce moment, on en parlait à Adélaïde, c'est on connaît la profondeur du travail de l'anthropologue quand on l'associe à nos métiers, mais des fois, au client, si tu lui dis ça d'office, ça peut effrayer. Donc c'est aussi réussir un peu à niveler notre approche pour montrer qu'on peut y aller étape par étape, pour essayer d'ouvrir la porte, de faire le premier pas et puis de se mettre en mouvement et ensuite d'amplifier. Mais on a encore un peu cet enjeu-là, ce que l'anthropologue y gratte, ouais. Je pense que j'approuve forcément tout ce que vous avez dit. C'est fantastique, je dirais. Voilà, c'est un bel exemple d'illustration. Il y a un mot qui me revient souvent, c'est initiative par rapport à opinion. L'initiative, c'est à tous les niveaux ce qu'on fait spontanément. Et dans les groupes, par exemple, les opposants, il y a les opposants qui sont dérangés, donc ils sont passifs, en fait, et les opposants actifs. Les intégrer dans le processus de changement est extrêmement producteur. Voilà. Et ça montre bien à quel point souvent on s'arrête sur l'apparence, d'accord, pas d'accord, alors que c'est pas là que ça se joue sur les comportements. Et l'initiative en est un des mots qui le résume, mais c'est... Bravo, Complètement. Et dans l'échantillon, on va souvent chercher ce qu'on appelle des usagers extrêmes. Donc, par exemple, des personnes qui sont très, très pour, qui sont dedans depuis 15 ans, et des personnes qui sont très, très réfractaires. Et ce n'est pas nécessairement des profils qui sont représentatifs, mais ils vont nous donner énormément d'éléments pour nos insights sur potentiellement, pour ceux qui sont là-dedans depuis 15 ans, sur là où est-ce qu'on veut emmener les gens, et sur les réfractaires, sur même si eux, ce n'est pas nécessairement nos cibles, ils vont avoir des façons de faire, des usages et des visions qui sont très, très riches en termes d'insight. Donc, exactement. Et de les embarquer, ça un fait peu des toujours effets. sur le même sujet, sur le planning stratégique, avec les études. Finalement, est-ce que le planning stratégique n'est pas en train de répliquer les normes sociales parce qu'en interrogeant les gens, ils vont répondre avec des biais, et donc, comment faire? Nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de venir vraiment faire l'analyse sur mesure, sur le terrain, dans l'entreprise qui est concernée par le projet. Et en fait, pour moi, les études ou les tendances, c'est une introduction qui va nous permettre souvent d'aller formuler ces hypothèses, à savoir si elles sont vraies ou pas. Ensuite, on les crash test sur le terrain dans un contexte donné. Une étude, ça reste quelque chose d'assez hors sol, très généraliste, qui peut un peu aider à défricher, mais ça suffit plus du tout quand on est dans une logique de mobilisation, de transition, quoi. On veut vraiment qu'en face, il y a des comportements qui changent. Donc, il faut qu'on considère vraiment ces interlocuteurs, ces êtres humains à qui on s'adresse. Et tout le travail d'une étude qualitative, c'est d'aller au-delà de ces biais, les identifier et de vraiment comprendre ce qui se passe réellement. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, parce qu'on a une version... Quoi ? Christine Marsan. On
On observe en fait que quand on pense que certains sont en avance, qui sont pionniers, qui sont, etc., enfin bref, et qu'on dévalorise ceux qui sont soi-disant contre, c'est assez intéressant d'inverser. Ceux qui sont soi-disant les pionniers, est-ce qu'ils n'auraient pas 2-3 routines et 3-4 résistances? Et ceux qui sont identifiés comme résistants, quels sont leurs talents? Et là, on est un peu bluffé parce que déjà, on change les représentations et on va chercher le meilleur chez chacun et on casse un peu l'arrogance des premiers. Donc ça, c'est vraiment important parce que tout le monde se retrouve dans une certaine équivalence de contribution et on casse aussi la représentation de savoir où sont les uns et les autres. C'est juste un compliment que j'avais envie de partager. Alors moi, ça... Attends, vas-y, Alexandre, tu voulais... Oui, moi j'avais une petite question sur en fait, vos recommandations ou orientations d'anthropologue sur la forme des messages, c'est-à-dire pas uniquement sur le fond, sur les messages qui sont délivrés, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez orienter sur la forme et qui peut-être justement irait au-delà des nudges dont on connaît les limites, qui de mon point de vue sont celles les nudges nous apprennent pas grand-chose en fait. Les nudges orientent nos comportements à un moment donné dans un contexte donné. Mais il n'y a pas vraiment de durabilité au sens, ça ne nous fait pas apprendre des nouveaux comportements, juste les avoir sur un moment. Donc voilà, je vais voir votre point de vue. C'est une très bonne question. En fait, à partir du moment où on va tester des choses et aller plus dans le détail, on fait ce qu'on appelle un exercice de validation. Donc on va créer des prototypes qui peuvent être très très simples. Donc là, on l'avait fait avec ce client où on a montré des messages pour avoir des retours, mais on peut le faire également sur la forme. Ça peut être quelque chose de très rudimentaire, mais on va mettre la personne en situation, on va l'encourager à essayer de se servir du prototype pour avoir des retours sur la forme. Donc ça pourrait être un site internet, un pamphlet, une expérience, de la faire vivre pour avoir des retours. Et là-dessus, on peut faire quelque chose de très simple. On peut aussi leur montrer des choses similaires, donc par exemple avoir des retours sur des choses qu'ils utilisent déjà, pourquoi est-ce qu'ils s'en servent, qu'est-ce qui marche pas. Mais c'est vraiment un exercice un petit peu différent et en effet, c'est très très riche. Mais encore une fois, il ne faut jamais rester dans la théorie. Est-ce que vous voudriez avoir un site ou vous voudriez avoir un petit livre? Il faut vraiment les mettre dans l'action et leur faire vivre l'expérience pour avoir des retours. Mais là, nous, en tant qu'agence de com, dans une démarche commerciale, on a déjà essayé de le vendre. Ah, ça va prendre du temps et puis ça va encore prendre des sous. Et puis cette idée, en fait, si elle ne marche pas, ça veut dire qu'elle aura servi à rien. Non, elle aura servi à savoir qu'elle ne sert pas et donc on ne l'aura pas diffusée au plus grand nombre. Mais nous, commercialement, on a encore du mal à vendre cet outil et donc cette méthode de travail. Le côté test and learn en com, non, c'est directement la perfection. Ça se fait en design, ça se fait en conseil, mais en com, c'est plus difficile à vendre. Juste un petit point, c'est de leur montrer ce que ça leur a coûté jusqu'ici de ne pas le faire. L'exercice de balance décisionnelle. Il faut surtout faire une étude anthropologique, Jacques Fradin, je reprends, une étude anthropologique des décideurs. Ça, c'est sûr. C'est en cours. Je pense qu'on est bien. Il doit être à peu près l'heure de... Il y a des dernières questions? Est-ce que vous avez encore une question à poser? Sinon, on va faire la pause déjeuner avant de reprendre à 14h.